Il y a des moments, où un simple mot, enfin, où un seul mot change complètement la perception d'une réalité économique. Ouais, totalement. Et ben pour commencer cette plongée au cœur de nos sources aujourd'hui, on va remonter à janvier 2026, à Davos. Ah, le fameux discours. Voilà. La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, monte à la tribune et le public, il s'attend à un discours très policé sur l'intelligence artificielle, tu vois. Ouais, les officiels ont l'habitude de ces expressions un peu rassurantes, genre perturbation technologique ou défi structurel, ce genre de trucs. Exactement. Mais là, elle s'avance au micro et elle lâche une phrase qui a littéralement figé la salle. C'est clair. Elle déclare que l'IA, c'est pas juste une simple vague, c'est un véritable tsunami qui frappe le marché du travail mondial. Et le choix de ce mot tsunami, c'est d'une précision chirurgicale en fait. Ah ouais, hein? Bah ouais, parce que ça décrit parfaitement la mécanique du truc. Une vague, bon, c'est un événement de surface. Ça crée des remous, tu peux l'anticiper en regardant l'horizon, tu peux même ajuster ta trajectoire pour la surfer, quoi. Ouais, tu sors ta planche et c'est bon. Voilà. Mais un tsunami, ça obéit à une physique complètement différente. C'est un déplacement d'énergie massif et surtout silencieux dans les profondeurs. Et quand ça touche la côte? Quand ça touche la côte, ça efface littéralement la topographie du terrain. Toute la géographie d'avant disparaît. Et une fois que l'eau se retire, on fait face à un écosystème entièrement nouveau. C'est pas juste une nouvelle saison économique, c'est une mutation de l'environnement lui-même. Eh bien, c'est exactement cette nouvelle géographie qu'on va essayer de cartographier aujourd'hui. C'est un sacré programme. Ouais, je suis ravie de m'y attaquer. Notre mission, c'est de décortiquer une enquête majeure de 17 pages qui a été publiée par Block News en mars 2026. Un super boulot de synthèse d'ailleurs. Absolument. Les journalistes ont croisé les données les plus récentes du WEF, donc le Forum économique mondial, mais aussi du FMI, de l'OCDE et d'OpenAI. Rien que ça? Ouais, c'est du lourd. Et le but de notre exploration pour ceux qui nous écoutent, c'est pas du tout de faire dans le catastrophisme ou de lister des prévisions apocalyptiques, Non, surtout pas. c'est plutôt de comprendre la véritable mécanique de ce qui se transforme là, sous nos yeux. Et c'est là toute la valeur de ce rapport en fait. Face à un choc technologique, l'anxiété, elle vient souvent d'un manque de lisibilité. Ouais, la peur de l'inconnu, quoi. C'est ça. En s'appuyant sur des chiffres réels et sur l'analyse des tâches au niveau vraiment microscopique, on peut dépasser cette peur irrationnelle. On commence à voir pourquoi ce bouleversement est structurel D'accord. et surtout comment l'automatisation opère concrètement dans le quotidien d'une boîte et comment on peut s'y adapter. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'il faut avouer que les chiffres d'introduction, ils donnent un peu le vertige. C'est le moins qu'on puisse dire. Quand on entend le mot tsunami, on visualise tout de suite d'une destruction totale, des usines fermées, des bureaux déserts. Et le rapport du WEF pour 2030, il annonce un chiffre qui semble aller dans ce sens. 92 millions d'emplois supprimés dans le monde. Ouais, c'est un chiffre qui fait peur. C'est énorme, mais immédiatement après, l'enquête lâche la statistique inverse. Ce même rapport, il projette la création de 170 millions de nouveaux emplois sur la même période. C'est ça qui est fascinant. Donc on parle d'un gain net de 78 millions de postes. C'est une explosion d'opportunités en fait, c'est pas la fin du monde. Tout à fait. Mais au milieu de ce gain net, il y a une donnée qui rend l'équation super complexe. Le rapport dit que 40% des compétences actuelles seront frappées d'obsolescence d'ici 5 ans. Ouais, 40%. Mais comment c'est possible? Comment on peut avoir une création massive d'emplois d'un côté et une destruction massive des compétences de l'autre? Cette contradiction, en fait, elle est qu'apparente. Elle s'explique par la nature même de ce qu'on appelle un emploi. C'est-à-dire? Pour les données de l'OCDE mentionnées dans l'enquête, on voit que pour la France, 27,4% des emplois sont dits fortement exposés. D'accord. Ça fait quoi en nombre de personnes? Ça représente plus de 4 millions de postes. Ah ouais, la vache. Mais attention, fortement exposés, ça ne veut pas dire que 4 millions de personnes vont recevoir une lettre de licenciement lundi prochain. Heureusement. Ça signifie que la majorité des tâches, et le mot-clé c'est vraiment tâches, qui composent le quotidien de ces métiers, ils vont être absorbés par des algorithmes. La distinction cruciale, elle est là. La différence entre un métier qui est remplacé et un métier qui est transformé. D'accord, je vois. Donc l'unité de mesure, c'est plus l'intitulé du poste sur le CV, c'est la liste des tâches qu'on fait tous les matins? Exactement. J'essaie de trouver une comparaison historique. Si on repense aux années 80, l'arrivée du tableur, comme Excel, ça a provoqué une panique similaire, non? Ah oui, complètement. Les comptables y pensaient que le logiciel allait les faire disparaître.
Au final, Excel a tué quoi, la calculatrice à ruban et le papier quadrillé? C'est ça, le support physique. Le logiciel a automatisé, disons, 70% du travail de saisie manuelle et de calcul pur. Mais le comptable n'a pas disparu. Mhm. Son taf, c'est juste se déplacer vers l'interprétation des données. On est sur le même schéma, là. Alors, la mécanique de fond est très similaire, oui. Mais l'échelle et la vitesse n'ont plus rien à voir. Ah, L'analogie d'Excel, elle est super pour comprendre le transfert de la valeur. Mais reprenons notre comptable. En 2026, l'IA ne se contente plus de calculer ce qu'on lui donne. ouais, elle fait plus que ça. Elle ingère les factures brutes, elle fait la réconciliation bancaire en temps réel, avec une marge d'erreur quasi nulle d'ailleurs. C'est ouf. Et elle génère des rapports financiers standards toute seule. Donc ces tâches-là, qui prenaient des jours entiers, elles disparaissent de l'agenda humain. D'accord, mais du coup, il reste que quoi au comptable? Ben, l'IA, elle n'a aucune compréhension des subtilités stratégiques d'un client qui traverse, disons, une grosse crise de trésorerie. Ouais, l'aspect humain, quoi. Voilà, elle sait pas rassurer un partenaire commercial pendant une réunion un peu tendue, et surtout l'algorithme ne porte aucune responsabilité légale devant les impôts. Ah, ça c'est sûr. Donc le métier de comptable survit parce que la responsabilité et la confiance restent des nécessités fondamentalement humaines. Mais le contenu opérationnel de ces journées, lui, il devient méconnaissable. Donc, le danger, il vient pas d'un robot humanoïde qui va venir s'asseoir physiquement à la place de l'employé pour lui piquer sa chaise. Non, pas du tout. Le danger vient du fait que la personne sur la chaise n'aura plus les compétences requises pour opérer la nouvelle version de son propre métier. Exactement. C'est l'obsolescence interne. Ce qui nous amène inévitablement à regarder ce qui tombe dans la fameuse zone rouge. Qu'est-ce qui est véritablement absorbé par la machine aujourd'hui? C'est la grande question. Et là-dessus, l'enquête cite un document qui m'a vraiment interpellée. C'est le benchmark GDP-Val, publié par OpenAI en septembre 2025. À ce benchmark, c'est un véritable point de bascule. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on mesurait l'IA sur sa capacité à réussir des examens scolaires ou à faire du texte qui sonne bien. Le benchmark GDP-Val a complètement changé les règles du jeu. Ils ont testé quoi exactement? OpenAI a isolé 1320 tâches hyper spécialisées. Des trucs tirés du vrai quotidien de 44 professions différentes. Ça va de l'informatique au droit, en passant par l'analyse de données. D'accord, des vraies tâches métiers. Ouais. Et ils ont organisé des tests en aveugle, ils ont confronté les résultats de l'IA face aux résultats d'experts humains rémunérés pour ça. Et c'est là qu'il faut s'arrêter sur les chiffres, parce qu'ils sont massifs. Le modèle Claude Opus 4.1 a gagné ou fait match nul contre les experts humains dans 49% des tâches testées. Quasiment une tâche sur deux. Près d'une tâche sur deux, ouais. Et pour le modèle GPT-5, le score atteignait 40,6%. Mais concrètement, comment une IA parvient-elle à égaler un expert humain sur des tâches aussi pointues? On ne parle pas de résumer un mail, là. Non, c'est sûr. Le secret, il réside dans cette fragmentation dont on parlait juste avant. La fragmentation des tâches. Voilà. Le modèle linguistique n'a pas besoin de comprendre tout le contexte de l'entreprise ou la politique interne. La tâche, elle est circonscrite. T'as l'exemple? Prenons l'analyse d'un contrat de 50 pages pour trouver une clause de non-concurrence abusive. L'humain, il doit lire, mobiliser sa mémoire, chercher la jurisprudence, comparer, Ça prend un temps fou. alors que le modèle d'IA, avec sa capacité de vectorisation, il traite tout le texte instantanément. Il repère les correspondances sémantiques et isole le problème juridique en quelques secondes. C'est imparable. Et sur ce périmètre très strict, la machine obtient le même résultat, voire un meilleur, mais en s'exécutant 100 fois plus vite et pour un coût 100 fois inférieur. 100 fois plus vite et 100 fois moins cher. C'est clair qu'aucune boîte va refuser un gain de productivité pareil. Évidemment. D'ailleurs, le rapport donne une règle d'or très claire sur ce qui va disparaître. En gros, tout processus qui est codifiable et répétitif est condamné. C'est la ligne de fracture. Et les exemples font un peu mal. La saisie pure de données automatisable à 95%. Les rôles de traducteur junior s'effondrent. Ouais, Les agents de service client de niveau 1, tu sais, ceux qui traitent les mots de passe oubliés ou les retours de colis, hop, remplacés par des agents conversationnels. tout à fait. Même dans le monde physique, avec les systèmes de vision par IA chez Amazon ou Decathlon, le passage en caisse traditionnel, ça dégage. C'est déjà en cours. Ça, c'est facile pour un de nos auditeurs qui est analyste financier senior ou stratège marketing de se dire bon, c'est triste pour les tâches répétitives, mais mon travail nécessite de l'intellect. Moi, j'analyse, je juge, mon cerveau me protège.
Ah, ça c'est une réaction super répandue. C'est humain, non? C'est très humain, mais l'analyse des données montre que cette sécurité psychologique, c'est juste une illusion temporelle. Une illusion? Ouais. C'est pas parce qu'une tâche nécessite de l'intellect qu'elle n'est pas, en fin de compte, codifiable. La trajectoire d'évolution de ces modèles est très inquiétante pour les professions intellectuelles intermédiaires. Comment ça, la trajectoire? Regarde les données du rapport. En 2023, les meilleurs modèles maîtrisaient environ 25% de ces tâches cognitives expertes. Ok. Fin 2025, on est monté à 49%. Un doublement des capacités en 24 mois. Ce rythme, il a pris de court tous les économistes qui prévoyaient que ça allait stagner. Ah ouais? Donc le filet de sécurité se resserre beaucoup plus vite que prévu, en fait. Exactement. Le seuil de complexité qui protège le travail humain se réduit de mois en mois. Les prévisions estiment qu'il nous reste une fenêtre d'environ 36 mois. 36 mois? Seulement 36 mois, avant que des tâches d'analyse qu'on juge aujourd'hui hautement contextuelles ne basculent elles aussi dans la zone de rentabilité de l'IA. Donc la zone rouge, elle remonte. Elle remonte très vite la chaîne de valeur. Elle va englober l'analyse de données intermédiaires, la rédaction de synthèses complexes et même pas mal de programmation informatique avancée. 36 mois, c'est littéralement demain matin, à l'échelle d'une carrière. C'est très court. Éloignons-nous un instant de cette zone rouge, parce que c'est un peu anxiogène. Regardons l'autre côté du miroir. Il faut revenir à ce chiffre sidérant. 170 millions de nouveaux emplois créés d'ici 2030. Ouais, la fameuse opportunité. C'est presque le double des emplois détruits. Hmm. L'enquête met en lumière une donnée issue du baromètre PwC de 2025 qui est assez dingue. Il y a aujourd'hui une prime salariale de plus de 56% pour les postes qui demandent des compétences en IA. 56%, c'est énorme comme prime. C'est fou. Et quand on regarde les intitulés de ces nouveaux métiers, franchement, on se croirait dans un film de science-fiction. Ouais, on dirait des blagues, mais non, Mais ce sont des vraies offres d'emploi. complètement. Ces intitulés reflètent vraiment la création d'un tout nouveau marché. Le rapport cite par exemple « l'éthicien de l'IA ». Ça sonne très philosophique, ça. Justement, non, c'est pas du tout un poste de philosophe. C'est une fonction de conformité ultra technique poussée par des trucs comme l'AI Act européen. Ah, la nouvelle réglementation. Voilà, la loi impose d'auditer les algorithmes pour être sûr qu'ils reproduisent pas de biais statistiques, genre pour l'octroi de crédit bancaire ou le recrutement. Pour pas discriminer les gens. Exactement. Et du coup, ça crée un besoin massif d'experts qui sont capables d'ouvrir la boîte noire des modèles. On voit aussi des ingénieurs en neurointerface. Rien que le nom, ça claque. Ouais. Eux, ils gèrent l'optimisation de la communication directe entre les signaux de notre cerveau et les logiciels. C'est dingue. Mais le poste qui m'a le plus fasciné dans leur liste, c'est le Care Manager IA, Ah oui, très bon exemple. qu'on pourrait traduire par coordinateur de soins augmentés. On comprend tout de suite où la valeur se déplace, en fait. Vas-y, explique. D'après le rapport, dans le domaine médical en 2026, l'IA, elle analyse les IRM et croise les données génomiques d'un patient avec toute la littérature médicale mondiale en quelques secondes. Ça, c'est la partie analyse. Voilà. Donc le diagnostic brut, la détection de la maladie, c'est la machine qui gère. Elle est juste meilleure que l'œil humain. Mais annoncer un protocole de traitement très lourd à une personne effrayée, comprendre son cadre familial pour adapter les soins à la maison, gérer son angoisse, Ça, la machine sait pas faire. non, c'est totalement hors du champ de compétences d'un réseau de neurones. Et cette dynamique, elle illustre parfaitement la stratégie d'adaptation centrale de l'enquête. C'est-à-dire, La création de valeur, elle se trouve dans la friction entre la puissance de calcul brute et la réalité humaine. Le Care Manager, IA, il sert de pont entre un diagnostic statistique froid et l'expérience vécue par le patient. d'accord. L'algorithme te donne la probabilité clinique. L'humain, lui, il gère les conséquences émotionnelles et logistiques de cette probabilité. L'Eldorado dont parle le rapport, c'est pas de transformer tout le monde en dev informatique. Ouais, heureusement. L'enjeu, c'est de prendre une expertise métier qui existe déjà, la médecine, le droit municipal, la climatologie, et d'y superposer une maîtrise des outils d'IA. C'est l'idée de la couche IA, en fait. On l'ajoute à un socle de compétences classiques. Exactement. Un avocat qui utilise l'IA, il va traiter ses dossiers beaucoup plus vite et avec plus de profondeur qu'un avocat classique. Et c'est là que la prime salariale se justifie. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que les grandes entreprises ont déjà pigé le truc. Le rapport souligne qu'Amazon est en train de mettre 1,2 milliard de dollars dans des programmes internes pour requalifier ses propres équipes. C'est un investissement colossal.
Mais on pourrait se dire, pourquoi ils virent pas simplement les gens pour embaucher des nouveaux profils qui connaissent déjà l'IA? Ben, la réponse, elle est purement économique. C'est moins cher de former? C'est surtout beaucoup plus rentable de prendre un chef d'entrepôt qui connaît parfaitement la culture de la boîte, les processus internes, les galères du quotidien, et de le former à gérer une flotte de robots. Plutôt que de prendre un petit génie de la robotique qui connaît rien à la logistique d'Amazon. Exactement. La connaissance du contexte de l'entreprise, ça a une valeur inestimable. Le marché va récompenser massivement les gens qui sauront faire l'interface entre le résultat technique brut de la machine et le vrai besoin du client. L'interface, ouais. La machine, elle a une force de frappe analytique de dingue, mais elle a aucun discernement sur l'objectif final. L'humain reste indispensable pour définir le cap, valider si le résultat a du sens dans la vraie vie et, in fine, assumer la responsabilité. Pour rendre ça un peu plus palpable, l'enquête de Block News consacre toute une partie à un territoire spécifique, la France. C'est intéressant de regarder un cas précis. Ouais, ça permet de voir comment ce tsunami frappe une économie réelle avec toutes ses lourdeurs. Et le paysage français, d'après les sources, il est hyper polarisé. Ça m'étonne pas. D'un côté, on a des risques d'obsolescence très concentrés. Selon l'OCDE et France Stratégie, on estime qu'entre 1 et 1,5 million de postes dans la fonction publique vont devoir évoluer de façon drastique. Juste pour faire face à l'automatisation de la paperasse. Voilà. Et côté industrie, l'accélération pique un peu. Des groupes comme Renault ou Stellantis annoncent déjà l'intégration de robots humanoïdes pour 2027 sur leur chaîne de montage. Pour des tâches motrices complexes en plus. C'est fou. Mais à l'inverse, la France a des atouts colossaux. L'écosystème de la French Tech, il attire un max de capitaux. On a des boîtes comme Mistral AI qui rivalisent au niveau mondial. On est bien placé là-dessus. Et il y a aussi l'impulsion de l'État. Le plan France 2030, ça injecte quand même 30 milliards d'euros dans les technologies de rupture. Ce double visage de l'économie française, ça met vraiment en évidence une urgence. Laquelle? Puisque des secteurs entiers vont se contracter pendant que d'autres explosent, la vraie question, c'est plus de savoir quel métier précis choisir. C'est quoi alors? C'est de savoir quelles compétences intrinsèques cultiver pour survivre à n'importe quelle transition, peu importe le secteur. Ah, d'accord. Et là-dessus, le rapport relaie une grille de l'OCDE hyper utile. Ils ont identifié 5 compétences qui sont considérées comme irremplaçables par l'IA. Ok, je suis curieuse, c'est quoi le top 5 humain? On y trouve l'intelligence émotionnelle, la créativité stratégique face à l'inédit, le jugement éthique, la négociation interpersonnelle et enfin la manipulation physique fine dans des environnements non standardisés. C'est marrant, ce sont des capacités profondément organiques en fait. Ouais, totalement. Quand tu regardes cette liste, tu réalises que ce sont des trucs très difficiles à enseigner sur les bancs de l'école. Mais prenons le jugement éthique, par exemple. On pourrait très bien dire qu'une IA peut être programmée avec des règles éthiques super strictes, non? Pourquoi l'OCDE considère ça comme un bastion purement humain? Parce que la vraie distinction, elle se joue entre l'application bête d'une règle et la compréhension d'une valeur. C'est-à-dire? L'IA, même avec ses milliards de paramètres, ça reste une simulation statistique. Un agent conversationnel peut tout à fait simuler l'empathie. Ouais, il sait quoi dire pour te rassurer. Il sait quel mot générer parce qu'il a lu des millions de textes humains. Mais il ressent aucune douleur. Il n'a pas d'expérience vécue de la joie ou du deuil. Il a pas de corps, quoi. Voilà. Face à un dilemme éthique complexe, imagine une urgence médicale où les protocoles se contredisent et où il faut décider en tenant compte des volontés de la famille en pleurs, l'IA, elle va juste cracher une probabilité. Elle a pas d'état d'âme. Elle ne porte pas le poids moral de la décision. Naviguer dans ces fameuses zones grises où la meilleure solution n'est pas forcément la plus logique mathématiquement, ça nécessite une sagesse humaine. Ça découle de notre condition d'être mortel, en fait. Ce qui explique pourquoi la créativité stratégique ou la négociation, ça reste protégé. Ça implique de lire entre les lignes, de capter l'humeur du mec en face, de faire des compromis parfois totalement irrationnels. Exactement. Mais pour intégrer tous ces changements, le Forum économique mondial pointe du doigt une compétence à Rennes, celle qui conditionne un peu l'accès à toutes les autres, les lanceurs. L'apprentissage continu. Ah oui, c'est le nerf de la guerre. Et le constat actuel du marché, il est super alarmant. L'enquête dit que 63% des employeurs sont déjà freinés par un manque critique de compétences en interne. 63%. En gros, ils ont le budget pour acheter les licences d'IA, les serveurs tournent, mais leurs équipes savent pas s'en servir. C'est le syndrome de la Ferrari au garage. C'est ça exactement. Et ça révèle une faille profonde dans notre façon de concevoir la carrière. Depuis des lustres, le contrat social, il était hyper linéaire. Tu vas à l'école. Voilà, tu vas à l'école, à la fac, tu accumules le savoir jusqu'à 22 ou 25 ans, tu chopes un diplôme, et ce bout de papier, il validait un stock de connaissances censé te suffire pour toute la vie. Sauf que le rapport démontre par A plus B que ce modèle mental, il est mort.
complètement caduque. Si on accepte l'idée validée par l'OCDE que 40% de nos compétences techniques deviennent obsolètes en 5 ans, l'idée de s'appuyer sur un stock initial de connaissances, c'est suicidaire. C'est comme garder du lait hors du frigo. L'éducation, c'est plus une case que tu coches à 20 ans. Ça devient une fonction métabolique de ta vie professionnelle. Une fonction métabolique, j'aime beaucoup l'image. La compétence la plus précieuse aujourd'hui, c'est plus ce que tu sais là tout de suite. C'est la vitesse à laquelle tu es capable de désapprendre un outil périmé pour maîtriser le nouveau, et sans faire de blocage psychologique. L'adaptabilité, c'est plus un mot bidon pour faire joli sur une lettre de motivation. C'est la condition de survie. Eh bien, je crois que c'est le moment de tirer la grande leçon de cette enquête. Si on rassemble toutes les pièces, les tâches isolées par OpenAI, la destruction du répétitif, l'émergence des rôles hybrides, on arrive à un constat limpide. L'intelligence artificielle, elle détruit pas le travail humain en soi, elle détruit de façon fulgurante le travail humain non augmenté. C'est exactement ça. Il y a une super citation de l'expert Denis Atlan dans le document. Il dit « Les humains qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas ». C'est bête comme chou, mais c'est la réalité. C'est une question d'outillage. Et d'après les analystes du rapport, la fenêtre d'opportunité pour s'y mettre, elle se situe entre 3 et 7 ans, selon les secteurs. Ce laps de temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Faut pas le gaspiller. Il ne s'agit pas d'attendre sur le rivage pour voir si l'eau du tsunami va monter, tu vois. Il faut utiliser ce délai pour construire l'hybridation de nos compétences. Rester statique aujourd'hui, c'est vraiment le pari le plus risqué qu'on puisse faire. L'économie de demain, elle va rémunérer massivement la fluidité intellectuelle et cette capacité à orchestrer les outils pour régler des problèmes humains complexes. Ça demande de l'énergie, c'est sûr. Ouais, c'est exigeant. Mais l'abondance d'opportunités créées par ces gains de productivité, elle est sans précédent pour les gens qui font l'effort de s'y intéresser. Le tsunami est là, la géographie se modifie sous nos pieds. En refermant ce rapport, il y a une ultime réflexion qui m'est venue, une conséquence un peu logique de tout ce qu'on vient de voir. Ah, je t'écoute. Pertinence face aux machines. On peut se demander combien de temps il nous reste avant que les entreprises réalisent l'absurdité du système de recrutement actuel. Ah, tu veux parler des diplômes ? Ouais. À quel moment la notion même de CV traditionnel, ou le fait d'avoir un diplôme universitaire qui valide juste un savoir du passé, à quel moment tout ça va apparaître comme des reliques industrielles? Des trucs totalement inutiles pour recruter les talents dans un monde qui se redéfinit en permanence. C'est une excellente question pour ceux qui nous écoutent, ça. Le CV a sans doute du souci à se faire.